Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est à Addis Abeba donc pour prendre part au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et à Gaza, Tzahal, l'aviation israélienne continue de massacrer les manifestants palestiniens. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté donc hier la France pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé à Addis Abeba, et le président de la République a été accueilli par les membres du gouvernement éthiopien. Le numéro 1 djiboutien prendra part donc du 17 au 18 novembre à un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la réforme de l'organisation elle-même. Plusieurs sujets sont prévus à l'ordre du jour de ce sommet, mais l'accentuation des procédés visant à conférer une véritable autonomie financière à l'Union africaine sera essentiellement discutée durant cette rencontre. Les voies et moyens permettant de rompre avec une certaine lenteur administrative remarquée dans l'action de l'organisation panafricaine seront également évoqués durant ce sommet. La République de Djibouti fait partie d'un cercle restreint de nations africaines qui se sont déjà conformées à ces réformes pressenties par l'Union européenne. Djibouti se soumet déjà au versement de la contribution impartie à tous les pays membres de l'organisation panafricaine de 0,2% de la valeur de ses importations. Djibouti appartient aussi aux nations qui ont ratifié immédiatement le principe du libre-échange entre tous les pays membres de l'Union africaine. En marge de sa participation à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aura des discussions et des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Au cours de cette audience, les discussions porteront essentiellement sur l'identification de nouveaux secteurs de coopération entre les deux nations qui font office à l'échelle continentale depuis près de 2 décennies maintenant, de binôme modèle en matière d'intégration économique. Cette réunion de travail qu'auront les leaders djiboutiens et éthiopiens s'inscrit dans le droit fil de la communauté de destin que les deux nations ont choisi et qui repose sur le principe de faire dériver le développement auquel aspirent leurs nations respectives à travers un processus de mutualisation de leurs efforts et à travers la réalisation d'une collaboration active autour de partenariats stratégiques étendus donc à tous les domaines névralgiques. Et le 11e sommet de l'Union africaine s'est ouvert donc ce matin à Addis Abeba. Il va durer 2 jours. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prend part à ce sommet qui est co-présidé par le président en exercice de l'Union africaine et président du Rwanda, Paul Kagame, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, prennent part à ce sommet. Objectif, s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle porté par Paul Kagame. Cette réforme consiste notamment à autonomiser financièrement l'Union africaine. Ainsi, les chefs d'État ont choisi la proposition du prélèvement de 0,2% des importations éligibles à la discrétion des États membres pour soulager les budgets nationaux. À ce jour, la moitié des États membres sont à des degrés différents de mise en œuvre de cette taxe. La République de Djibouti fait partie d'un 5
d'un cercle restreint de nations africaines qui se sont déjà conformées à ces réformes pressenties pour l'Union européenne. Djibouti se soumet déjà au versement de la contribution impartie à tous les pays membres de l'organisation panafricaine qui est de 0,2% de la valeur de ses importations. Djibouti appartient aussi aux nations qui ont ratifié immédiatement le principe d'une zone de libre-échange entre tous les pays membres de l'Union africaine. Et dans un mot prononcé à l'ouverture de ce sommet, le président rwandais et président de l'Union africaine, Paul Kagame, a rappelé les objectifs de ce sommet extraordinaire. Pour lui, il s'agit de renforcer davantage les relations entre tous les pays africains. Et dans une interview qu'il nous a accordé, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, a indiqué que ce forum consiste d'abord à réformer l'Union africaine afin que l'Afrique s'autonomise financièrement. On l'écoute. Nous sommes réunis ici à Addis Abeba pour le 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine, à laquelle le président de la République avec une forte délégation prennent part. L'enjeu de ce sommet est vraiment crucial pour le continent africain. Il s'agit essentiellement de trois choses. Le premier point concerne de quel type de réforme avons-nous besoin au sein de la Commission de l'Union africaine. Quelles prérogatives administratives et éventuellement politiques le président de la Commission pourrait avoir. Et ceci, les chefs d'État vont pouvoir décider aujourd'hui et demain. En ce qui concerne le financement de l'organisation, les 0,2%, il y a 2 ans, a été adopté à Kigali la possibilité pour chaque pays membre de l'Union africaine de prélever 0,2% de leurs taxes pour permettre que l'Union africaine soit autonome financièrement. Notre pays a déjà mis en place d'ailleurs et fait partie des 22 pays qui ont déjà travaillé et mis en place. Et enfin, les chefs d'État vont débattre de la position africaine. En ce qui concerne les accords post-Cotonou notamment, réforme qui est aussi essentielle parce qu'il permettra à l'Afrique de parler d'une seule voix, tant au niveau des relations entre l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi dans d'autres forums internationaux. Nous avons vu quand l'Afrique parle d'une voix, l'Afrique gagne. Voilà les enjeux de ce sommet en espérant que les conclusions seront favorables. Et dans une interview accordée à notre consoeur Fatouma Saleh, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf est revenu quant à lui sur les décisions du Conseil de sécurité concernant la levée des sanctions de l'Érythrée. On l'écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut d'abord souligner que la résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 octobre, la résolution 2444, était relative à la situation en Somalie, ainsi que le problème qui opposait l'Érythrée à Djibouti et globalement aux sanctions qui étaient imposées à l'Érythrée depuis 2009. Donc, je rappelle ici qu'en 2009, le Conseil de sécurité avait adopté une résolution, la résolution 1907, qui également était relative aux différents frontaliers qui existent entre Djibouti et l'Érythrée, ainsi que la question des prisonniers de guerre djiboutiens détenus par l'Érythrée. Bien entendu, il y a l'aspect également, la dimension Somalie dans le cadre de cette résolution. Le 14 octobre, le Conseil de sécurité a décidé donc de lever les sanctions à l'encontre de l'Érythrée et également de prendre en compte les revendications et les préoccupations de la République de Djibouti, à savoir d'abord le règlement rapide du différent frontalier entre Djibouti et l'Érythrée sur le ras Douméra et sur l'île de Douméra, et ainsi que donc des informations que l'Érythrée doit fournir très rapidement concernant les 13 prisonniers de guerre qui manquent toujours à l'appel. Il y avait également dans cette résolution, il y a un mécanisme de suivi qui demande au secrétaire général des Nations Unies de produire un rapport périodique, et le prochain rapport doit être soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de février 2019. Il faut savoir que nous pensons qu'il y a une nouvelle dynamique dans notre région en ce moment, une dynamique de paix. Nous avons reçu une délégation érythréenne le 6 septembre à Djibouti, accompagnée d'autres ministres, des ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie et de la Somalie. Les deux chefs d'État, le président Guelleh et le président Afwerki, se sont réunis à Jeddah pour un premier contact après 10 ans de rupture, carrément. Et donc, voilà une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place.
Djibouti ne s'est pas opposé à la levée des sanctions pour donner une chance à ce que ce dialogue puisse être entamé sur une base de confiance, de sérénité. Et donc nous attendons nos frères érythréens pour qu'ils puissent venir donc à la table du dialogue et discuter des 2 points qui nous concernent. Voilà un peu la substance de la résolution qui a été adoptée le 14 octobre au niveau du Conseil de sécurité à New York. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite de notre journal, c'est juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Dans la journée du jeudi 15 novembre, tôt dans la matinée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général de brigade Taher Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, s'est rendu à bord d'un hélicoptère à Ali Sabié où se déroulait un exercice de déploiement des transmissions. En effet, dans le cadre de la formation continue des forces armées djiboutiennes, des jeunes recrues récemment incorporés faisaient une synthèse des acquis à travers un exercice radio. Et comme à l'accoutumée, à sa descente d'hélicoptère, le chef d'état-major était accueilli par le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabié, le colonel Abdelwassi Ben Mohamed, le préfet de la région, Mohamed Ouabri, puis le général a assisté à la revue des troupes. Et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes s'est installé donc dans la salle d'honneur du bataillon où le capitaine Siad Abdillahi Hussein, commandant des transmissions, a expliqué l'exercice de déploiement des transmissions, sa configuration et le but recherché pour les stagiaires. Ayant un aperçu évident, le SEMGA donc s'est déplacé sur le terrain pour assister de près aux différents ateliers que comprenait l'exercice pratique. L'exercice se déroulant sur plusieurs sites, le chef d'état-major a débuté sa visite par l'atelier technique. Et ensuite, il a pu assister à la liaison radio qui se passait entre les différentes stations qui se trouvaient au PC d'Ali Sabié, au poste frontalier de Assamo et de Guestir. Écoutons pour plus de précision l'intervention du capitaine Siad Abdillahi Hussein, commandant des transmissions. Bonjour, avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord remercier le chef suprême des armées et président de la République de Djibouti pour sa politique de défense visionnaire. Puis le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes qui a dédié sa vie depuis fort longtemps à la montée en puissance et à la modernisation des forces armées djiboutiennes. Pour ce qui concerne cet exercice, c'était un exercice qui était dédié au stage des jeunes commissionnés nouvellement recrutés dans les forces armées djiboutiennes et qui font un stage de transmission. Cet exercice est passé dans la région d'Ali Sabié et il avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de faire appliquer les jeunes recrues la théorie qu'ils ont fait en fait dans les salles de cours et leur montrer le cœur de métier, pourquoi ils sont là et ce qu'ils vont faire demain. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les zones d'ombre où les liaisons ne passent pas pour essayer de trouver les bonnes positions en cas de sortie opérationnelle. Et le troisième objectif était aussi opérationnel et ça concernait en fait, comment dirais-je, de tester plusieurs systèmes sur un terrain aussi accidenté que celui d'Ali Sabié. Aujourd'hui, tous les objectifs sont atteints. Dieu merci. L'exercice s'est très bien passé. On a eu la visite du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes qui nous a fait honneur de venir passer quelques temps avec nous. Je réitère mes remerciements au chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes. Soutient toujours les transmissions des forces armées djiboutiennes. Je vous remercie. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, depuis l'année 2013, le cimetière de PK12 a connu un nouvel aménagement. Cet aménagement a été mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Warf et a facilité l'enterrement de tous les Djiboutiens sur tous les plans notamment, mais il existe toujours des obstacles à la circulation routière. Les explications dans cette séquence. À partir de ce projet de la gestion des cimetières,
Et nous retrouverons donc ce dossier donc dans nos prochaines éditions. En nouvelles du monde, à présent avec Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour. Alors Asma, en République démocratique du Congo, la MONUSCO promet des mesures proactives après la mort de Casque Bleu en RDC. Effectivement, Ahmed, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC prendra des mesures proactives après la récente mort de 7 casques bleus Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré un responsable onusien chargé du maintien de la paix. Parallèlement, plusieurs Palestiniens ont été donc... ces mesures visent donc à affaiblir la capacité de groupes armés, en particulier des combattants des forces démocratiques alliées, de s'en prendre à la population et de perturber les efforts dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et au Proche-Orient, Asma, donc l'armée israélienne continue de recours à une force disproportionnée contre des manifestants palestiniens non armés. Et effectivement, des dizaines de Palestiniens ont été blessés hier, alors qu'ils participaient au rassemblement en cours le long de la zone tampon Gaza-Israël, selon le ministère de la Santé de Gaza. Eh bien, les manifestants réclament le droit de retourner chez eux dans la Palestine historique, d'où ils ont été chassés en 1948 pour faire place à l'oppresseur israélien. Ils demandent également la levée du blocus imposé par Israël pendant 12 ans à la bande de Gaza qui a dévasté l'économie de l'enclave côtière et privé plus de 2 millions d'habitants et de nombreuses denrées de base. Et enfin, donc, nous allons nous rendre en Californie où des incendies font rage. Le nombre de disparus, Asma, dépasse les 1000 personnes et plus de 70 morts. Effectivement, le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage le nord de la Californie a grimpé hier à plus de 1000 morts. C'est ce qu'ont rapporté les autorités, qui ont également fait état de 8 victimes supplémentaires. Le nombre de disparus qui inclut possiblement des personnes qui ont échappé aux flammes et ignorent qu'elles sont depuis portées manquantes. Les autorités annonçant 8 victimes supplémentaires. Le bilan provisoire de l'incendie est désormais 71 morts. Le président américain Donald Trump est attendu aujourd'hui sur le terrain à la rencontre des victimes de cet incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie qui s'est déclenché le jeudi 8 novembre. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.